Et nous allons tout de suite passer à la conférence suivante. C'est un plaisir et un honneur de recevoir le professeur Soumaïra Meh qui va nous parler de l'anatomopathologie des tumeurs surrénaliennes. Cher professeur, à vous la parole. Alors, nous savons tous que la glande surrénale, en fait, c'est deux glandes dans le même organe. La cortico-surrénale qui sécrète les hormones stéroïdes et la médullo-surrénale qui sécrète les catécholamines. Et on a cet aspect jaunâtre de la corticale qui est très typique, qu'on retrouve aussi dans les adénomes, dans les lésions tumorales de la cortico-surrénale, et l'aspect gris-rosé de la médulaire qu'on retrouve dans les tumeurs qui naissent de cette zone. Donc, juste un bref rappel histologique, c'est très important parce qu'on va retrouver ces cellules aussi dans la pathologie tumorale. Donc, on sait que le cortex surrénalien est fait de 3 zones. La zone glomérulée, qui est mince, directement sous le cortex, la zone fasciculée et la zone réticulée. La zone glomérulée, elle est, comme je viens de dire, donc mince. Elle constitue environ 5 à 10% du volume du cortex surrénalien. Elle a cet aspect typique qu'on retrouve aussi dans les adénomes, la disposition en nid, avec des cellules qui ont un cytoplasme assez réduit. Donc cette zone sécrète les minéralocorticoïdes, principalement l'aldostérone. La zone fasciculée, c'est la plus épaisse. Elle constitue environ 70% du cortex de la surrénale. Cette couche est riche en microvacuoles lipidiques, donc ce qu'on appelle des spongiocytes, et ce qui donne l'aspect graisseux des tumeurs à la radiologie. Donc cette zone fasciculée sécrète les glucocorticoïdes et à moindre degré les androgènes. Et puis la couche la plus profonde, c'est la zone réticulée qui forme environ 20% du cortex surrénalien et elle est faite de cellules pas claires comme la couche fasciculée, mais des cellules à cytoplasme éosinophile qui peut comporter du pigment lipofichinique et qui sécrète principalement les androgènes et à moindre degré le cortisol. La médullo-surrénale, donc c'est constitué de cellules qu'on appelle cellules chromaffines, qui sont aussi dit phéochromocytes, qui sont disposées en nid, qui ont un cytoplasme un peu basophile qu'on retrouve aussi dans le versant tumoral. Et sur le plan immunohistochimique, comme les tumeurs endocrines, donc ça exprime les marqueurs synaptophysine et chromogranine, mais n'exprime pas la cytokératine. Et ça, c'est très important parce qu'on peut s'en servir en pathologie, en versant tumoral. Et puis, on sait qu'il y a une deuxième population dans la médullo-surrénale de moins abondante, qui ne sont pas bien visibles à la coloration standard. C'est ce qu'on appelle les cellules sustentaculaires. Ce sont des cellules périphériques qui vont encorbeler les nids de cellules de phéochromocytes et qu'on met en évidence par l'immunomarquage à la PS100, qu'on peut aussi s'en servir pour faire le diagnostic. Je rappelle aussi qu'on peut voir des cellules ganglionnaires dans la médullo-surrénale. Donc cette grande cellule avec un cytoplasme abondant, un nucléole bien visible, un très gros noyau, c'est des cellules ganglionnaires qu'on peut voir aussi dans certaines tumeurs de la médullo-surrénale. Donc on passe maintenant à l'examen anatomopathologique et le premier examen, c'est l'examen macroscopique. Donc on va vous dire ce que vous attendez de nous, mais on a aussi une attente de vous, c'est un minimum de renseignements cliniques, c'est-à-dire on a besoin des données cliniques, la circonstance de révélation, l'âge bien sûr, très important. Les données radiologiques que vient de nous exposer professeur Mzid sont très importantes pour nous parce que ça nous fait la corrélation avec ce qu'on voit à la macroscopie, la taille, la capsule, est-ce qu'elle est régulière ou pas, est-ce qu'il y a des remaniements nécrotiques et hémorragiques. Donc tout ça, on doit le corréler à notre macroscopie. Et s'il y a des discordances, on va examiner avec plus d'attention pour retrouver les zones qu'on risque de ne pas voir alors que nos amis radiologues retrouvent dans leur rapport. Donc c'est important de corréler. On a besoin aussi des données biologiques, de nous dire est-ce que la tumeur est fonctionnelle ou pas, pour pouvoir, parce que ça donne une idée sur les critères, le risque de malignité, le type d'hormones sécrétées et si cette sécrétion est mixte ou pas. Donc on va recevoir les pièces que vous réséquez. De préférence qu'on les reçoit fraîches, c'est très important parce que si vous les laissez dans une grande pièce, dans un flacon de formol, bien que le formol, bien qu'elle est bien immergée dans le formol,
elle ne sera pas bien fixée parce qu'on sait que la vitesse de pénétration du formol elle est très faible et vous allez avoir la couche périphérique bien fixée, mais tout le reste va s'altérer et on ne pourra pas bien l'analyser. Donc, idéalement fraîche, mais si on dit fraîche, c'est dans l'heure qui suit l'acte opératoire. Donc, direct du bloc opératoire vers l'examen, vers le labo d'Anapat, comme si on demande un examen extemporané. Ça garantit des conditions, donc on va couper la pièce, et ça garantit des conditions de fixation adéquates de la pièce. Donc, vous allez nous noter la nature du prélèvement. Est-ce que vous avez fait une tumorectomie, une surénalectomie partielle, surénalectomie totale, simple ou avec résection d'organes? Donc, il faut mentionner si vous avez prélevé des segments des organes adjacents. Donc, avant toute dissection, le pathologiste va examiner la pièce, va l'ancrer en totalité en repérant les limites d'exérèse de cette pièce. Donc, c'est très important de la mensuration exacte parce que, comme vient de dire notre ami radiologue, c'est corrélé au pronostic. Donc, on va mesurer, idéalement aussi, on doit peser. Et c'est important d'examiner toute la surface de la pièce pour rechercher des zones d'irrégularité de la capsule qui vont suspecter une invasion et qu'on doit aller prélever, on doit cibler par le prélèvement. Puis, on va couper. À la coupe, donc, on doit noter est-ce que la tumeur elle est homogène ou il y a des zones de remaniement qu'on doit préciser. C'est de la nécrose, c'est de la fibrose, c'est des calcifications, c'est de l'hémorragie, c'est de la kystisation. Donc ça, c'est important à noter pour l'évaluation pronostique. Et puis, on ne doit pas oublier d'examiner la surrénale. Donc, on va examiner le nodule, mais on a des informations à prendre de la surrénale adjacente. Donc, on doit surtout voir si elle est hyperplasique, s'il y a cette hyperplasie, elle est diffuse ou il y a des nodules, ou si elle est atrophique. Donc ça donne une orientation aussi sur le diagnostic. Pour le nombre de prélèvements qu'on doit faire, il n'y a pas de recommandation précise, il n'y a pas de protocole standard, mais d'usage, on dit que tous les nodules de moins de 3 cm, on les inclut en totalité. Et si c'est plus de 3 cm, on fait un bloc supplémentaire par centimètre de la dimension tumorale. Donc ça, c'est pour garantir un bon échantillonnage de la tumeur. Et idéalement, le pathologiste vous mentionne dans son compte rendu combien de prélèvements il a effectué pour savoir s'il y a un risque de sous-estimation des critères de malignité. Donc à l'examen microscopique, vous savez que la majorité des tumeurs surrénaliennes sont des adénomes cortico-surrénaliens, fonctionnels ou non. Les carcinomes sont beaucoup plus rares et des fois, on sait qu'il y a un continuum. Ce n'est pas toujours tranché adénome-carcinome. Pour les adénomes cortico-surrénaliens, donc l'incidence réelle, on ne la connaît pas, mais elle est en augmentation du fait de l'augmentation des explorations radiologiques, donc des incidentalomes que vous venez d'expliquer. Souvent, c'est des tumeurs unilatérales et solitaires. Et donc, vous savez que les adénomes fonctionnels, les plus fréquents sont ceux associés à l'hyperaldostéronisme. Et puis, en deuxième rang, on a les adénomes associés à l'hypercortisolisme. Et beaucoup plus rarement, on a les adénomes associés à un syndrome de virilisation ou de féminisation. Les adénomes non fonctionnels sont plus fréquents. Donc, concernant ces adénomes, il faut savoir qu'ils ont tous, qu'ils soient fonctionnels ou pas, et quel que soit leur type de sécrétion d'hormones, ils ont à peu près le même aspect macroscopique et microscopique. Donc, on n'est pas performant pour classer ces adénomes. Mais quand même, il y a quelques subtilités qu'on va voir qui font dire qu'on est plus devant un adénome de Cohn, un adénome de Cushing ou autre. Donc, sur le plan macroscopique, c'est une lésion unique. Donc, l'adénome est bien limité. Et la taille moyenne, c'est de 3 cm, donc souvent de petite taille. Et chose importante, il est très homogène à la coupe. Il n'y a pas de nécrose et partout de la même couleur. Cette couleur jaune soufre qui rappelle beaucoup le cortex surrénalien. Donc, en fait, c'est à peu près la même couleur que le cortex, sauf que c'est un nodule très bien limité. Donc, ça, déjà, à la macroscopie, on sait que ça va être un adénome cortico-surrénalien. Donc, généralement, il n'y a pas de remaniement, mais aussi, il faut savoir que remaniement n'égale pas toujours malignité parce que les adénomes, lorsqu'ils augmentent de taille, peuvent subir des remaniements
surtout kystisation et hémorragie, nécrose quand même très rare, et peuvent à tort faire suspecter une lésion maligne. Sur le plan histologique, le diagnostic est souvent facile. Donc, on va retrouver les cellules qu'on venait de voir tout à l'heure qui constituent le cortex surrénalien, c'est-à-dire les cellules claires avec un cytoplasme très abondant, microvacuolaires, qui sont riches en lipides, qu'on appelle les spongiocystes, et qui rappellent donc la zone fasciculée. Et le deuxième contingent, c'est les cellules éosinophiles qui ont un cytoplasme rose, qui rappellent la zone réticulée. Et donc, on a dans les adénomes un mélange de ces cellules. Ça peut être le contingent cellules claires prédominant ou le deuxième contingent. Et on peut avoir aussi souvent des cellules hybrides qui sont intermédiaires entre les deux types de ces cellules. Donc, voici les cellules qui composent les adénomes. Donc, comme à la macroscopie, les adénomes sont bien limités. On peut avoir des capsules fibreuses autour ou une bonne limitation sans véritable capsule. Généralement, il n'y a pas de mitose. L'architecture est commune aux tumeurs endocrines, donc c'est l'organisation en amas avec un stroma vasculaire très abondant, riche en vaisseaux, qu'on appelle de type endocrinoïde. Et il faut savoir, dans les adénomes, on peut voir de la métaplasie myéloïde et même et aussi de la métaplasie lipomateuse. Donc ça peut mimer un myélolipome si c'est extensif, ce qui est très rare quand même. Donc ça, on a vu les aspects classiques macroscopiques des adénomes, macroscopiques et microscopiques. Maintenant, on va voir les formes anatomocliniques et s'il y a quelques particularités macroscopiques et histologiques de ces formes. Donc, on commence par la forme la plus fréquente, qui est l'adénome le plus fréquent, c'est l'adénome de Cohn. Donc, c'est responsable de 1 à 10% des causes d'HTA. C'est le plus fréquent des adénomes cortico-surrénaliens. Il faut savoir qu'il est pratiquement toujours bénin. Donc, s'il y a une hyperaldostéronisme, on est rassuré. La grande majorité des cas, c'est bénin. Et c'est légèrement prédominant à gauche. C'est aussi le plus petit des adénomes. Donc, souvent, la taille est plus petite que l'adénome de Cushing. La taille moyenne de 1,5 cm, toujours cette couleur jaune très typique des adénomes. Donc, il est bien limité et souvent, on n'a pas de capsule fibreuse autour. Et il faut savoir que dans le contexte d'adénome de Cohn, le cortex résiduel, je disais tout à l'heure qu'il faut bien examiner toujours la surrénale résiduelle. Le cortex résiduel, dans un contexte d'adénome de Cohn, présente très souvent une hyperplasie nodulaire. Donc, il est épais et présente aussi des nodules. Et des fois, on a du mal à dire est-ce que ce nodule, c'est un adénome ou on est encore dans l'hyperplasie nodulaire. Sur le plan histologique, je disais tout à l'heure qu'ils sont tous à peu près pareils. Donc, on a toujours cellules spongiocytaires claires et cellules éosinophiles et cellules intermédiaires. Mais une particularité qui n'est pas constante, c'est ce qu'on appelle les corps de ces boules éosinophiles qui sont concentriques lamellaires, qui sont entourées d'halo clair qu'on voit dans le cytoplasme des cellules. C'est ce qu'on appelle les corps de spironolactone. Donc, c'est lié au traitement par les spironolactones et on les voit aussi bien dans l'adénome que dans la surrénale adjacente non tumorale, qui sont très évocateurs de l'adénome de Cohn traité par les spironolactones. Donc, je répète, le cortex adjacent comporte souvent des nodules et c'est un peu difficile à distinguer de l'hyperplasie diffuse corticale. Mais il faut savoir que c'est bilatéral, donc on a toujours besoin de nous dire l'état de la surrénale contralatérale. Donc, si c'est une hyperplasie corticale diffuse, la symptomatologie va récidiver après l'ablation de cet adénome. Donc, c'est notre principal diagnostic différentiel. C'est la cause de 15 à 45% des hyperaldostéronismes et donc le traitement est médical et non chirurgical. Je passe maintenant au deuxième adénome par ordre de fréquence, c'est l'adénome responsable du syndrome de Cushing, donc, qui est ACTH indépendant. Et il faut nous dire aussi si ce syndrome de Cushing est pur ou mixte, donc dans ce cas, ça fait suspecter la malignité.
Sur le plan macroscopique, donc, ça ressemble quand même à l'adénome de Cohn. Généralement, c'est un peu plus volumineux, donc la taille moyenne, c'est à peu près 4 cm. C'est plus volumineux que l'adénome de Cohn. Et souvent, il est plus remanié, donc on a des remaniements hémorragiques moins homogènes, mais on n'a pas de la nécrose. Et aussi, on a souvent une capsule qui entoure l'adénome. Et contrairement à l'adénome de Cohn, je disais dans l'adénome de Cohn, on a une surrénale qui est hyperplasique nodulaire. Dans le syndrome de Cushing, l'adénome de Cushing, la corticale est atrophique. Sur le plan histologique, donc on va retrouver nos cellules claires, spongiocytaires, riches en lipides et éosinophiles. Souvent, dans l'adénome de Cohn, on a une abondance de cellules claires. Donc, on a dit souvent il y a une capsule et le cortex adjacent est atrophique. La dernière forme des adénomes fonctionnels, c'est les adénomes avec sécrétion d'androgènes. Donc souvent, il y a un syndrome de virilisation. Le syndrome de féminisation est plus rare. Et on sait que ces tumeurs sont plus potentiellement malignes que les autres adénomes. Souvent aussi, elles sont plus grandes que l'adénome de Cohn. Donc la taille moyenne, c'est 5 cm. Et la couleur, elle est brun rougeâtre, plus brune que l'adénome de Cohn. Sur le plan histologique, donc, je reviens toujours à la même composition, sauf que dans ce cas, on a souvent plus de cellules éosinophiles. Et il faut savoir que les tumeurs virilisantes, les adénomes virilisants, se voient plus chez l'enfant. Donc, la moitié de ces tumeurs se viennent chez l'enfant. Mais il faut savoir aussi que les critères de malignité qu'on va citer tout de suite pour distinguer bénin, malin, c'est-à-dire adénome et carcinome cortico-surrénalien, ne s'appliquent pas aux tumeurs de l'enfant parce qu'on a remarqué, bien qu'elles sont très rares, mais on a remarqué que les tumeurs de l'enfant peuvent présenter des atypies cytologiques, des mitoses, même de la nécrose, sans que ça soit lié à une évolution maligne. Le diagnostic différentiel, bien évidemment, surtout le diagnostic différentiel clinique et radiologique, c'est l'hyperplasie de la surrénale liée à un déficit en 21 hydroxylase ou C11 hydroxylase. Donc, c'était l'adénome fonctionnel avec ces 3 catégories. Puis, le plus fréquent, c'est les adénomes non fonctionnels. C'est 71% des incidentalomes. Ils n'ont pas d'aspect macroscopique particulier, donc c'est un nodule cortical de même couleur que le cortex. Et sur le plan histologique, on a souvent prédominance de cellules spongiocytaires riches en lipides. Une forme rare qui est particulière, c'est l'adénome oncocytaire, qu'on appelle aussi oncocytome. Donc, c'est une variante rare des adénomes cortico-surrénaliens. Comme son nom l'indique, elle est formée de cellules oncocytaires, qui sont exclusivement oncocytaires. Et cet aspect oncocytaire est dû en fait en microscopie électronique à la richesse en mitochondries. Donc en fait, les tumeurs oncocytaires, ce n'est pas spécifique à la surrénale, on les voit aussi dans le rein, dans la thyroïde. Donc surtout, c'est une particularité cytologique, l'aspect des cellules qui est particulier. Ces tumeurs sont non ou peu fonctionnelles et très souvent bénignes. Et souvent, elles sont de grande taille. Sur le plan macroscopique, nous, on peut les suspecter parce qu'elles ont une couleur brun acajou, différente de la couleur jaune soufre des adénomes, et qu'on retrouve dans tous les oncocytomes, comme l'oncocytome rénal ou thyroïdien, cette couleur brun acajou qui est très évocatrice. Donc, les cellules oncocytaires, c'est quoi? C'est des grandes cellules, comme vous les voyez en bas, avec un cytoplasme très rose, très éosinophile. Si on passe au fort grossissement, il est granulaire. Et les noyaux sont assez particuliers parce qu'ils sont assez volumineux et on voit des différences de taille des noyaux. Donc, on est tenté de dire que c'est suspect parce qu'on a une irrégularité de taille et de forme des noyaux. Mais si on connaît l'entité, on reconnaît le caractère oncocytaire, donc ça, c'est classique dans tout ce qui est tumeur oncocytaire et ce n'est pas prédictif de malignité. Donc, en fait, le diagnostic d'adénome est assez facile pour nous sur le plan macroscopique et histologique, mais ce qui est le plus difficile, surtout s'il est assez volumineux, c'est de distinguer un adénome d'un carcinome cortico-surrénalien
Et en fait, on sait que c'est un spectre lésionnel et les limites ne sont pas très tranchées entre ces entités. Donc, on passe au carcinome cortico-surrénalien qu'on appelle, ancienne dénomination, c'est le cortico-surrénalome malin. Donc, c'est une entité rare. On sait qu'il y a une distribution bimodale. Il y a un pic chez l'enfant et puis un pic à la 5e décade. Et c'est des tumeurs hautement malignes. Donc, lorsqu'on on les diagnostique, souvent, dans la moitié des cas, elles sont déjà métastatiques ou à un stade d'invasion locale. Ces carcinomes cortico-surrénaliens ont tendance à être plus fonctionnels que les adénomes. Donc, 60% des cas ont une activité fonctionnelle. À peu près un tiers des cas se présentent par un syndrome de Cushing, un tiers des cas par une sécrétion mixte, et dans 30% des cas, 20% hyperandrogénie et plus rarement hyperœstrogénie. Et donc l'hyperaldostéronisme est presque inexistant. C'est surtout les syndromes de Cushing et les sécrétions androgéniques et plus rarement œstrogéniques. Donc, il faut savoir que la plupart des carcinomes cortico-surrénaliens sont sporadiques. Il n'y a pas de contexte familial, mais dans un faible pourcentage des cas, il y a des formes familiales. Il faut connaître le syndrome de l'ifroménie, où il y a une mutation germinale de la P53. Et il faut savoir que ça constitue la majorité des carcinomes cortico-surrénaliens qu'on voit chez l'enfant, sont liés à ce syndrome. Les carcinomes cortico-surrénaliens peuvent être aussi observés dans le cadre d'une néoplasie endocrinienne multiple, dans le syndrome de Lynch, comme néoplasie endocrinienne multiple, comme le FEIO, mais c'est le type A pour le cortico. On les voit aussi associés au syndrome de Lynch, au syndrome de Gardner et au complexe de Carnet. Donc ça, c'est rare, mais il faut les connaître. Sur le plan macroscopique, donc vous allez nous envoyer la pièce fraîche. On sait que ces tumeurs sont très fragiles, donc on doit les manipuler avec prudence parce qu'elles sont friables et on risque de donner des fausses images d'invasion capsulaire. Donc on les manipule avec prudence. Avant toute dissection, donc on badigeonne toute la pièce à l'encre de Chine. Et si vous avez réséqué des organes, voilà, des petits lambeaux d'organes, il vaut mieux nous les repérer parce que ce n'est pas évident qu'on les retrouve si la masse est volumineuse et le lambeau est très réduit. Donc, repérez-nous les limites chirurgicales qui sont intéressantes pour vous. Donc, comme venait de dire le long de cette matinée, les carcinomes cortico-surrénaliens sont généralement de grande taille, plus que 5 cm. Ils sont friables. Et l'aspect lobulé, les lobulations, ça aussi c'est assez inquiétant parce que les adénomes sont généralement homogènes. Et on voit des remaniements, donc il y a de la nécrose dans la tumeur. Ils peuvent être bien encapsulés, mais souvent on a un dépassement de la capsule, une infiltration de la capsule. Et c'est ce qui donne aussi un aspect de capsule irrégulière qu'on doit chercher à la macroscopie. Sur le plan histologique, c'est les mêmes cellules de l'adénome, les cellules claires et les cellules éosinophiles. Donc l'architecture aussi, c'est une architecture de type endocrinoïde, donc c'est des nappes de cellules dans un stroma vasculaire. Et on va chercher les atypies qui sont des critères de suspicion de malignité. On va les grader selon le grade de Fuhrmann, qui est un gradient qui s'applique au cancer du rein. Donc, on va voir l'aspect des noyaux, on va voir les nucléoles, la présence ou pas de nucléoles à un faible ou à un fort grossissement, et on tient compte du grade nucléolaire en fait, de Fuhrmann dans nos critères de malignité. Donc, le carcinome cortico-surrénalien présente souvent des mitoses, donc ici dans un cas avec de nombreuses mitoses en bas et à gauche. Il faut bien chercher à l'examen macroscopique, à l'échantillonnage, de nombreux prélèvements de la capsule pour rechercher les emboles. Donc, une image à droite d'embole lymphatique. Ça peut être des emboles lymphatiques ou veineux. La nécrose aussi, on doit la chercher à la macroscopie et à l'histologie. Donc, la nécrose typique, c'est une plage éosinophile au centre. Donc, elle est éosinophile. On ne voit plus les noyaux, les cellules, on voit des débris de noyaux parce que le tissu est nécrotique. C'est suspect de malignité.
Donc, le diagnostic est essentiellement morphologique avec le contexte clinique, la localisation. L'intérêt de l'immunohistochimie est assez limité dans ce contexte. On sait que les carcinomes cortico-surrénaliens, contrairement à leur nom, donc c'est des carcinomes, mais ils n'expriment pas les cytokératines. Donc, en situation métastatique, on ne va pas se baser sur la positivité de la cytokératine. On sait qu'il exprime la synaptophysine, qui est un marqueur de différenciation endocrine, mais chose importante, qu'ils sont chromogranines négatifs. Parce qu'on voit tout à l'heure le phéochromocytome, qui peut être un diagnostic différentiel de ces tumeurs, il exprime la chromogranine contrairement aux tumeurs cortico-surrénaliennes. D'autres marqueurs qui ne sont pas très spécifiques, qui peuvent nous aider, c'est la positivité à l'alpha-inhibine, à la mélane A et la calrétinine. Donc ça peut être un piège diagnostique pour le mélanome parce que la mélane A peut être positive. Donc dans les formes évoluées, le diagnostic de malignité est assez évident, mais dans les formes très bien différenciées, les formes de début, ça peut être difficile. Et parfois, on ne peut pas trancher et on va dire l'évolution qui va trancher avec l'apparition de métastases. Donc, si je résume, les critères macroscopiques, c'est la taille plus de 5 cm, l'aspect hétérogène avec nécrose et hémorragie, et la mauvaise limitation et le dépassement capsulaire. Sur le plan histologique, donc, il y a plusieurs scores qui ont été établis. Le plus utilisé, qui date déjà de plus d'une vingtaine d'années, c'est le score de Weiss, qui se base sur 9 critères microscopiques. Donc, indépendamment de la macroscopie de la taille, c'est des critères microscopiques. Donc, ils sont gradés de 0 à 1. Si le total est plus que 3, c'est carcinomateux. C'est 2 ou moins, c'est un adénome. Et 3, c'est un potentiel malin incertain. Aussi, même si on est sûr que c'est malin, c'est important de compter les mitoses parce qu'on peut classer les carcinomes cortico-surrénaliens en carcinome de bas grade si on a moins de 20 mitoses par 50 champs et en carcinome de haut grade si on a plus que 20 mitoses par 50 champs. Donc, le score de Weiss est applicable pour les tumeurs cortico-surrénaliennes, sauf les tumeurs de l'enfant. On a dit que les anomalies qu'on voit ne sont pas prédictives de malignité. Et pour la variante oncocytaire, parce qu'on a, comme je viens de montrer tout à l'heure, on voit des atypies dans les tumeurs oncocytaires. Et donc, on utilise un score adapté pour ces tumeurs oncocytaires qui ne tient pas compte des atypies, du caractère éosinophile, parce que la prédominance de cellules éosinophiles est toujours inquiétante dans une tumeur cortico-surrénalienne. Donc, ça n'applique pas à l'oncocytome, qui est par définition une tumeur de cellules éosinophiles. Donc, pour le carcinome cortico-surrénalien, une fois on a établi le diagnostic morphologique, on a fait le score de Weiss. Elle est assez recommandée, ce n'est pas obligatoire, mais de préférence faire le marquage du KI67. Donc, le KI67, c'est un indice de prolifération. Le problème de son interprétation, c'est qu'on n'a pas une valeur seuil très tranchée. Donc, le seuil varie de 2,5 à 10%. Donc, si c'est plus de 10%, c'est assez évident. On va suggérer le carcinome cortico-surrénalien. Et pour les valeurs plus faibles, c'est plus difficile. Deuxième problème du KI67, c'est l'hétérogénéité. Donc, on peut le faire sur un bloc, mais en changeant la zone, on peut trouver des zones plus proliférantes. Donc, il faut choisir les zones les plus proliférantes pour faire le KI67. Et aussi, j'avoue qu'il y a un petit problème de reproductibilité inter-observateur, parce que quand même, c'est une évaluation visuelle. On va compter le nombre de noyaux positifs et les noyaux négatifs. Donc, il y a quand même une certaine subjectivité. Ça, c'est assez intéressant, mais qui n'est pas spécifique. C'est lorsqu'on trouve une mutation de la P53, ça signe le carcinome cortico-surrénalien. La mutation P53, donc c'est un séquençage où l'immunohistochimie, donc elle est assez validée. Si on trouve une hyperexpression ou l'absence totale d'expression de la P53, c'est corrélé à une mutation. Et si on trouve cette mutation, c'est très en faveur du carcinome cortico-surrénalien. Mais ça, ce n'est observé que dans 25% des cas. Donc c'est assez spécifique, mais peu sensible. Et on ne peut pas se poser sur ça pour dire malin ou bénin. En cas de négativité, on ne peut pas trancher. Donc, pour résumer, pour les tumeurs cortico-surrénaliennes,
donnez-nous les informations importantes sur le radiologique, biologique, le type de sécrétion. La macroscopie, donc on doit mesurer de façon précise la taille, le poids aussi, examiner la surface externe, la limitation, donner la couleur, c'est très important. La qualité de l'exérèse donc est capitale pour vous, c'est déterminant pour le pronostic. Et puis, et le score de Weiss, donc nos 9 critères qui sont très importants pour évaluer le pronostic, et tout en sachant qu'on ne va pas les impliquer pour les tumeurs de l'enfant et les tumeurs oncocytaires. Donc, on a fini avec les tumeurs cortico-surrénaliennes. Ça va être plus rapide pour les tumeurs de la médullaire et principalement le phéochromocytome. Donc, comme son nom l'indique, c'est une tumeur formée de cellules chromaffines qu'on appelle phéochromocytes qui dérive de la crête neurale. Donc, c'est en fait le paragangliome. Ailleurs, on l'appelle paragangliome. Dans la surrénale, on l'appelle phéochromocytome. Le pic d'incidence est à 50 ans. Il n'y a pas de prédominance de sexe. Globalement, on dit que c'est une tumeur à 10%, mais c'est très approximatif quand même. C'est-à-dire le phéochromocytome est dans 10% bilatéral, 10% malin et 10% pédiatrique. Contrairement au corticosurrénalome qui est très rarement familial, le phéochromocytome, donc dans un fort pourcentage, c'est 30 à 50% des cas des formes familiales. Et donc, on connaît à peu près une vingtaine de gènes impliqués. Je cite le gène RET, des mutations de RET, du gène VHL, von Hippel-Lindau, des gènes SDH, succinate déshydrogénase B, mais aussi C et D, des gènes de la neurofibromatose, etc. Donc, l'incidence est variable dans ces syndromes. Donc, on a 30 à 50%, c'est des formes familiales. Mais si on prend syndrome par syndrome, la fréquence du phéo dans ces syndromes est très variable. Elle est de 1 à 5% pour les neurofibromatoses. Elle passe à 15 à 20% pour le syndrome, la maladie de von Hippel-Lindau et 30 à 50% dans les NEM. Donc, c'est très énorme quand même. La moitié des patients ayant des NEM développent des phéochromocytomes. Donc, chose aussi importante, malheureusement, ce n'est pas développé chez nous, mais ça doit venir. On sait maintenant que le potentiel évolutif est lié à la présence, lié au type de mutation. Donc, on sait que les mutations dans le syndrome, les mutations du gène SDHB, on a 50% de tumeurs malignes, de phéochromocytomes malins. Donc, c'est lié, alors que pour les autres formes, la NEM et le VHL, etc., les formes malignes sont beaucoup plus rares. Mais globalement, la fréquence du phéochromocytome malin, c'est très variable selon les séries, c'est entre 7 et 30%, 35%. Sur le plan macroscopique, c'est différent de l'adénome. Donc, déjà, macroscopiquement, on le suspecte. C'est une tumeur qui est, comme l'adénome, bien limitée, taille moyenne 3 à 5 cm. Mais la couleur, elle est gris rosâtre qui nous rappelle la médullaire. On voit plus fréquemment dans les phéochromocytomes que les adénomes des remaniements hémorragiques et de kystiques. La nécrose reste un signe de suspicion de malignité. Sur la macroscopie, on peut aussi suspecter le caractère familial ou pas si on a quelques indices. On sait que les phéochromocytomes familiaux sont plus petits que les phéochromocytomes sporadiques. Ils sont plus tendance à être bilatéraux et plus tendance à être multifocaux. C'est la règle de toutes les maladies familiales, généralement. Les tumeurs à prédisposition familiale ont plus tendance à être bilatérales et multiples. Et chose importante, il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut examiner le nodule et voir l'état de la surrénale associée, donc dans ce cas, la médullosurrénale, parce que si elle est hyperplasique, ça nous oriente tout de suite vers un NEM. Donc, examiner l'état de la médullosurrénale. Comment on reconnaît une hyperplasie de la médullosurrénale? Il faut savoir que la médullosurrénale, on ne la trouve pas au niveau des ailes et de la queue de la surrénale. Donc, on va aller prélever dans cette zone. Si on a encore de la surrénale visualisée, parce que des fois, la tumeur prend toute la surrénale, mais il faut aller bien prélever, savoir où prélever, c'est au niveau des ailes et de la queue, pour voir si on trouve du parenchyme médullosurrénalien. Parce qu'à l'état normal,
il n'y en a pas. Et s'il y en a, donc c'est très suspect d'hyperplasie. Le volume de la médulo-surrénale, donc on a vu à la première diapo l'aspect normal, le volume dans l'hyperplasie va être beaucoup plus important. Donc le rapport cortical-surrénal va être inversé et si on peut peser la glande, donc ça va être augmenté. Le poids va être augmenté. Mais il faut savoir que, comme on a dit, donc, le phéochromocytome dans un contexte d'œdème va être associé à une hyperplasie nodulaire. Et pour les petits phéochromocytomes, on a des difficultés. À quel stade de nodule, à quelle taille de nodule on va passer au phéo? Est-ce qu'on est toujours dans l'hyperplasie nodulaire ou c'est un phéochromocytome dans un terrain d'hyperplasie? Et de façon arbitraire, on a fixé dans la littérature la taille de 1 cm. Un nodule plus de 1 cm, c'est considéré comme un phéochromocytome. Mais cette hyperplasie, on ne la voit pas dans toutes les formes familiales. On sait que dans la maladie de von Hippel-Lindau, on n'a pas l'hyperplasie associée. Donc l'absence d'hyperplasie n'élimine pas une forme familiale. Pour les phéochromocytomes malins, donc comme les corticaux malins, donc la taille est plus importante et l'aspect lobulé de la masse devient très inquiétant. Ce n'est pas un aspect homogène, ça devient lobulé et bosselé. Et on a des remaniements qui s'associent, donc de la nécrose associée. Sur le plan microscopique, dans les formes bien différenciées, c'est aussi facile à faire. Ça rappelle très bien la médulo-surrénale normale. Donc on va voir ces cellules qu'on voyait tout à l'heure, basophiles avec un grand cytoplasme, et le stroma qui est riche en vaisseaux. Et on peut voir les cellules sustenticulaires, on peut les rechercher par immuno. Donc, un exemple de phéochromocytome, cet aspect oni très homogène des cellules. Donc, ça, c'est un diagnostic de tumeur neuroendocrine, de fait l'organisation. Puis, on passe pour voir les noyaux, les cellules. L'aspect basophile bleu, ça rappelle très bien le phéochromocytome. Et si on hésite, on va faire cette à gauche en haut, à droite en haut. Vous avez l'immunomarquage qui englobe les amas. C'est les cellules sustentaculaires qui expriment la PS100. Donc, sur ça, on a le diagnostic de phéochromocytome. Il faut savoir qu'il y a des formes de phéochromocytome, comme vous voyez en haut, avec des noyaux très bizarres, très augmentés de taille, qui semblent troués, où il y a des pseudo-inclusions, qui sont très atypiques, mais qui ne sont pas prédictifs de malignité. On les voit assez fréquemment dans certaines formes de phéochromocytome. Donc, les critères de malignité, comme pour le cortico, c'est assez débattu, peut-être encore plus débattu pour le phéochromocytome. Et ce qu'on dit dans le livre de l'OMS, à l'état actuel des connaissances, on ne peut signer la malignité d'un phéochromocytome que si on a des métastases. Ils n'ont pas mentionné si on a un envahissement local. Et pourtant, c'est très important comme signe de malignité, mais ce n'est pas dit clairement dans le livre de l'OMS que l'agressivité locale, c'est un signe, ça devient malin. Donc le score, le critère de malignité, c'est un score, phéochromocytoma of adrenal gland score, qui évalue le risque de malignité sur 12 paramètres, avec un total sur 20. Donc je vous épargne les détails de ce score. Il y a des signes architecturaux, d'autres cellulaires, les mitoses, la capsule, l'invasion. Voici un exemple d'un phéochromocytome qui envahit la graisse, donc la vacuole adipocytaire en haut, et à droite, un amas tumoral dans une grosse veine. Donc vous voyez la paroi musculaire de la veine, l'invasion veineuse par un phéochromocytome. Donc si on hésite, on peut utiliser l'immunohistochimie. Je disais tout à l'heure que le phéochromocytome exprime la chromogranine A, contrairement aux tumeurs cortico-surrénaliennes. Donc, parce que des fois, ce n'est pas toujours évident entre cortico et phéo. Je disais, dans le cortico, on a des cellules éosinophiles. Le phéo aussi peut être composé majoritairement de cellules éosinophiles, donc on peut hésiter. Dans ce cas, si on trouve une positivité à la chromogranine A, ça signe le phéochromocytome. Les autres marqueurs ne sont pas utiles parce que c'est la même chose, le synapto est positif et la cytokératine est négative. La PS100 peut aider. Et si on dispose de l'anticorps, donc c'est très intéressant, l'anticorps SDHB est lié à la présence de mutations. Donc la perte d'expression du SDHB, ça signe un phéochromocytome SDH muté, et c'est très important pour le suivi et pour le pronostic.
Donc, ce qui détermine le pronostic, c'est essentiellement la qualité de la résection. Le profil génétique, donc on l'a dit et le redit, ça détermine le pronostic. Surtout la mutation SDHB qui est de mauvais pronostic. Et donc, je reviens sur les formes familiales, donc juste quelques mots sur ces formes. Le phéochromocytome, vous savez qu'il peut être associé à la néoplasie endocrinienne multiple de type 2A et 2B. Donc c'est 30 à 50% des dans ces NEM, on voit 30 à 50% des cas, on voit des phéochromocytomes. Ils sont plus souvent multiples et bilatéraux. Et la médulaire est hyperplasique, donc ça on l'a dit. La malignité dans son syndrome est très rare quand même, c'est 4% de ces phéos. Donc souvent c'est des phéos bénins dans le cadre des NEM. Dans le cadre de la maladie de von Hippel-Lindau, les phéochromocytomes sont encapsulés, et ça c'est pour les hépatologistes. Donc on a souvent un stroma myxoïde qui fait suspecter, mais le diagnostic reste toujours diagnostic moléculaire. Les cellules, il faut savoir aussi qu'elles ne sont pas assez typiques comme les cellules de phéochromocytomes, elles ne sont pas basophiles de grande taille, elles sont de petite taille. Et il faut savoir aussi qu'on n'a pas d'hyperplasie de la médulo-surrénale. Dans la mutation de SDHB, on a remarqué qu'on a souvent des remaniements hémorragiques importants et un aspect pseudo-angiomateux. Donc les phéos liés à la maladie, à la mutation SDHB peuvent mimer des angiomes parce qu'ils sont très vasculaires, très pseudo-angiomateux. Pour les formes associées à la neurofibromatose, on n'a pas décrit des particularités histologiques. On va terminer avec le phéochromocytome malin. Donc, comme je viens de dire, le phéochromocytome malin, c'est la malignité ne peut être affirmée que par la présence de métastases. Et même s'il y a un caractère agressif localement, il nous faut des métastases. Donc, l'invasion locale n'est pas suffisante. Et on sait aussi, d'un autre côté, il y a des phéochromocytomes qui sont très quiescents morphologiquement, qui ne sont pas agressifs localement, mais avec un long suivi, ont donné des métastases. Pour le plan immunohistochimique, là aussi, comme les tumeurs cortico-surrénaliennes, on peut utiliser le KI67. Toujours le problème de seuil, donc s'il est élevé, ça aide. On peut suggérer un phéo malin, mais s'il est bas, ça n'élimine pas la malignité. L'absence de cellules PS100 positives, les cellules cis-tentaculaires, ça a été suggéré qu'elles disparaissent dans les phéochromocytomes malins, qu'elles sont positives dans les phéos bénins, mais ce n'est pas une règle absolue aussi. Les mutations génétiques, donc, c'est aussi un marqueur de malignité. Donc, pour résumer, pour le phéochromocytome, diagnostic histologique souvent facile, examen de la médulo-surrénale très importante pour pouvoir vous orienter dans le contexte de s'il y a une hyperplasie nodulaire, c'est très probablement un NEM. La malignité est difficile à établir sur seuls les critères histologiques, mais tout phéochromocytome est potentiellement malin. Le risque de malignité, c'est comme les tumeurs cortico-surrénaliennes, la taille, l'invasion vasculaire de la capsule, les mitoses et la nécrose. Le pronostic, c'est surtout le statut de la résection et le profil génétique est très important aussi. Donc, on a fini avec les deux principales tumeurs et juste un mot sur chaque autre tumeur. Les tumeurs neuroblastiques, donc c'est rare chez l'adulte, c'est surtout le neuroblastome, donc c'est les tout petits enfants. On peut voir des ganglioneuromes chez l'adulte, donc c'est des tumeurs qui sont du spectre très bien différencié du neuroblastome. Donc le neuroblastome, c'est l'immature, le ganglioneuroblastome, c'est l'intermédiaire, et le ganglioneurome, c'est la forme bénigne de ces tumeurs à différenciation neuronale, dérivée de la crête neurale. Le myélolipome, ça a été bien expliqué par le Dr Mzid. Donc c'est une lésion pseudo-tumorale, plutôt considérée pas vraiment une lésion tumorale, avec un contingent adipeux et hématopoïétique. Mais il faut savoir, le fait qu'il y ait de l'hématopoïèse, ce n'est pas lié à une anémie, ce n'est pas une hématopoïèse extramédulaire qu'on peut voir dans certaines formes d'anémie chronique. C'est juste une particularité de la lésion et elle est souvent asymptomatique. Tumeur adénomatoïde, ça c'est exceptionnel, je vais passer.
Les tumeurs conjonctives aussi, c'est banal pour nous histologiques, mais c'est aussi très rare. Les hémangiomes, les léomyomes, les neurofibromes. Les tumeurs malignes et exceptionnelles. Le mélanome primitif existe, mais il faut toujours éliminer une métastase de tumeurs mélanocytaires bien cherchées, cutanées ou muqueuses, et à distinguer d'une forme particulière, ce qu'on appelle le phéochromocytome mélanocytique, qui comporte du pigment mélanique. Il ne faut pas oublier les lymphomes, et surtout aussi les tumeurs secondaires. Donc, sur le plan histologique, elles sont assez différentes des tumeurs primitives. Et la surrénale, comme vous savez, c'est le 4e site métastatique, après le poumon, le foie et l'os. Donc, toujours penser à la métastase. Donc, je vous remercie. Voici ma référence iconographique et bibliographique. Merci beaucoup, professeur Rameh, pour cette conférence très exhaustive. Donc, on a bien compris, surtout les coupes histologiques sont magnifiques. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Y a-t-il des questions dans la salle? Une question? Pas de questions. Est-ce que le panel a des questions? Une question? Merci, professeur Rameh. J'ai une question d'ordre pratique. Lorsque vous recevez des surrénales, est-ce que vous avez eu des tumeurs, des adénomes de taille plus que 3 cm? Hein? Oui. Deuxième question, est-ce que vous avez eu des pièces de biopsie de tumeurs surrénaliennes? Dans quel contexte? Parce que vous, en APAT, vous êtes beaucoup plus riche que nous, cliniciens, surtout dans ces cas très particuliers. Oui, si on veut rester classique, donc comme on venait de dire, la taille, c'est environ 3 mm pour les lésions bénignes, mais il y a toujours des exceptions. Les adénomes 4, 5 ou même plus, donc ça existe. Et souvent, ils sont volumineux parce qu'il y a des remaniements hémorragiques et kystiques à l'intérieur qui font augmenter la taille de l'adénome. La question des biopsies, oui, merci pour la question. Ça peut être difficile pour nous sur une biopsie, surtout si on n'est pas sûr du siège de la biopsie. Si on nous dit tumeur rétropéritonéale, on ne sait pas si c'est rénal, si c'est surrénalien, donc on peut hésiter entre un carcinome à cellule rénale et une tumeur surrénalienne. Dans ce cas, l'immuno nous aide, donc les marqueurs, l'absence, la positivité de la synaptophysine qui n'est pas décrite dans le rein, donc un petit panel d'immuno peut aider à distinguer les deux. Les métastases aussi dans la surrénale de certaines tumeurs peuvent être trompeuses avec une tumeur primitive sur des biopsies. Alors, est-ce que le panel a une question? C'est bon? Alors, je n'ai pas de questions ni sur YouTube ni sur Zoom. Je rappelle aux personnes qui nous suivent en streaming, elles sont de plus en plus nombreuses. Vous pouvez poser vos questions aussi bien sur la chaîne YouTube que vous connecter par Zoom. Maintenant, on va faire une petite pause. Nous avons un peu de retard. Donc, la pause café est de 15 minutes. Enfin, 14 minutes exactement.